Hello and welcome. My name is Ariane Alcorta and I will be introducing the following panel. Because I'm alone in the studio, I will be taking off my mask to ensure the best possible audio quality. Today's panel will be about the systematic nature of the challenges and opportunities of the current COVID context and response. All of our speakers today will focus on different aspects of Sustainable Development Goals that are influencing the COVID-19 response to show that a pure health response is simply not sustainable. This session will be in French, moderated by Nadia Isler. Nadia is the director of the Sustainable Development Goals Lab in the Office of the Director General of the United Nations Office at Geneva. In fact, she led the creation of such lab in 2016. Ms. Isler is part of the senior management team of the United Nations and has a long career in international development and diplomacy with extensive experience in multilateral affairs with and outside of the UN system. Before the session comes to an end, I would like to remind you all that you can leave your comments and questions in the chat box of this platform, and we will be addressing them at the end of the panel. Nadia, I now leave the floor to you. Thank you very much, Ariane. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm not too sure whether I should be speaking French or English, but I'll take the marching orders of Ariane that you just mentioned here and switch to French pour vous souhaiter au nom du Geneva Health Forum la bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi de modérer cette session cet après-midi. Je suis la directrice du SDG Lab, qui est une unité des Nations Unies ici aux Nations Unies à Genève, dont le but est réellement de profiter de l'écosystème unique, de l'expertise intersectorielle unique de Genève pour incuber des partenariats en fait qui nous l'espérons permettront d'accélérer la mise en œuvre des ODD au niveau des pays. Dans notre ADN du lab est un ADN commun, je le sais, à tous les intervenants cet après-midi, à savoir une obsession pour l'interdisciplinaire et une conviction que le développement ne sera durable que s'il est apprécié de manière systémique et interdisciplinaire. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire catastrophique que nous vivons à travers le monde, cette interdisciplinarité et cette interdépendance des différents secteurs d'activité n'a été qu'amplifiée. Nous le savons tous que lors de l'adoption des ODD en 2015, un des grands changements de paradigme était vraiment cette mise en exergue de la part des 193 États qui ont adopté l'agenda, la mise en exergue réellement que le développement durable est bien plus qu'une question sociétale, il est aussi une question environnementale et il est aussi une question économique. Avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, nous le voyons, une réponse purement sanitaire, une réponse purement axée autour de l'ODD 3 n'est pas suffisant. Il permet une réponse rapide pour sauver des vies, bien entendu, fondamentales aujourd'hui, mais pour avoir vraiment des réponses pérennes qui nous permettront de nous assurer de ne laisser personne de côté dans cette réponse, nous devons d'avoir une approche réellement systémique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce panel 4 membres du monde académique qui font vraiment de leur recherche, dont le cœur de leur recherche est l'interdisciplinarité. Ces différents intervenants mettront en exergue différentes connexions en différents secteurs et nous parlerons des recherches qu'ils sont en train de mener en ce moment dans le contexte du Covid. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Didier Vernely, la professeure Stéphanie Dagron, le docteur Alexandre Hedjadi et professeur Karl Blanchet. Étant donné que nous n'avons que 60 minutes devant nous, je me permettrai, si vous le voulez bien, chers intervenants, de ne pas m'étendre sur vos biographies. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous présenter rapidement lorsque vous prenez la parole. Si vous le voulez bien, je préférerais que nous allions directement dans la substance. Sur ce point, et je souhaiterais ouvrir le panel en donnant la parole tout d'abord au docteur Didier Vernely, qui travaille réellement
au niveau de l'interface entre la médecine et les sciences sociales. Et nous réjouissons beaucoup de vous entendre cet après-midi. Didier, si vous pouviez nous dire quelques mots tout d'abord sur votre recherche actuelle et vos recherches passées, et pourquoi finalement, avec cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, l'interdisciplinarité est plus importante que jamais. Didier, vous avez la parole. Merci Nadia, bonjour à toutes et à tous. Donc je travaille effectivement sur la gouvernance des maladies infectieuses dans une perspective de la complexité, et dans ce cadre-là, je développe notamment un papier de recommandation pour le Geneva Science Policy Interface sur la résilience sociétale à la pandémie de Covid. Et c'est une collaboration d'une vingtaine de plus de 20 co-auteurs allant des sciences naturelles aux sciences sociales, qui a pour but de donner des recommandations aux faiseurs de politique. Et ce papier sera produit d'ici le début de l'année. Et là, donc, nous avons pris le but de fournir une vue transversale sur la pandémie, notamment en relation avec les questions de résilience et de développement durable. Donc, je peux juste dire peut-être quelques mots sur ce que nous faisons. Alors, évidemment, il y a la première chose, c'est qu'il y a plusieurs définitions de la résilience dans différents champs. Et dans notre perspective de complexité, nous voyons cette résilience comme une capacité des systèmes de faire face, de s'adapter, de se transformer face à des chocs. Et cela recouvre notamment les stratégies avant, pendant et après la crise. Donc c'est une vision assez large de cette pensée sur la résilience. Et lorsqu'on s'intéresse à cette perspective, on peut dire que on va regarder la relation entre les vulnérabilités qui existent dans la société, la nature, l'ampleur du choc et évidemment les réponses qui sont apportées en termes de politique, avec notamment la capacité d'agir, mais aussi la volonté de faire face à ça. Donc nous avons élaboré une définition de la résilience à la pandémie comme la capacité de réduire à la fois la transmission et l'impact de la maladie, tout en faisant face aux autres effets sociétaux indésirables. Et cela comprend évidemment différents domaines. Donc l'interdisciplinarité est clairement clé à ce niveau. Et cela, en partant de cette définition, nous avons identifié 3 questions vraiment principales. Et je vais les mentionner. Alors, premièrement, ce que j'ai dit, cette question des vulnérabilités qui existent dans les systèmes, qui les rend plus susceptibles à certaines formes de choc. On peut voir la croissance de l'espérance de vie comme un des principaux résultats de toutes les mesures qui ont été prises pendant le XXe siècle, du progrès de la médecine, etc. Mais dans le cadre d'une pandémie comme celle-ci, on voit aussi que ça peut créer des vulnérabilités à des maladies infectieuses émergentes. Ces vulnérabilités-là, elles ne sont pas du tout limitées à la santé de la population, mais elles étendent à d'autres domaines que l'on comprend pas encore très très bien. Bien sûr, il y a une composante de système de santé. Alors celle-ci, elle est connue, notamment avec, on peut faire référence à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. On peut penser aux vulnérabilités économiques, sociales, environnementales, qui, si vous voulez, affectent la possibilité des pays de réagir. Donc ça, ces vulnérabilités et leurs interactions sont critiques pour comprendre au fond comment la pandémie, elle se développe dans la société et les effets en cascade qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est une des premières questions. Deuxième question, c'est celle des arbitrages entre différentes priorités, donc trade-off. Donc évidemment, on teste la résilience des systèmes de santé, mais également la résilience du système économique, social et environnemental. C'est donc en miroir par rapport aux vulnérabilités que je viens dont je viens de parler. Là, il y a des échelles de temps qui sont très importantes quand on pense à l'impact de la crise, notamment en regard du développement durable. Donc c'est clair que sur le court terme, ça a fait sens de fermer l'économie en employant des stimulus fiscaux avec l'espoir notamment qu'on ne va pas avoir trop de vagues et qu'on ne va pas faire face à d'autres crises qui pourraient se surajouter économiques, sociales et environnementales. Sur le long terme, on voit aussi que la crise financière de 2008
elle a montré que les effets systémiques peuvent mettre du temps à se manifester, et cela est particulièrement important vis-à-vis de la nouvelle génération. Donc, on sait que l'austérité augmente les inégalités et peuvent accroître aussi le fardeau de maladie. Donc, on a toute une série d'effets là qu'il faut prendre en compte. Le troisième point que j'aimerais souligner, dernier, c'est le fait que cette approche par la résilience, elle met en avant aussi l'idée de mettre en place, de créer des mécanismes de gouvernance qui soient agiles, qui peuvent aider à répondre à la crise. Et là, la question principale, c'est de se poser au fond quelles sont les limitations du répertoire conventionnel que l'on connaît pour faire face à différentes problématiques, donc ce répertoire de gouvernance, et de voir comment on peut le décliner au niveau national et international. Et là, une question clé, évidemment, c'est la question des interfaces entre la science et la politique, et comment les interactions peuvent faciliter l'apprentissage et l'adaptation à la crise. Donc voilà les 3 points. Donc juste une très brève conclusion. Il est clair que cette crise, au-delà des effets profonds qu'elle a au niveau de la santé, c'est aussi une opportunité de réaffirmer la pertinence des ODD, qui sont un modèle qui permettent de mettre en relation différentes choses. Il est clairement important que nous renforcions la transversalité, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau des politiques. Et cette transversalité peut avoir des implications très très fortes sur la manière dont on construit une société résiliente, et cela aussi pour faire face à d'autres crises dans le futur. Et si on pense à comment on va se rétablir au fond face à cette crise, cette pensée est aussi très importante pour poser les fondations d'une transformation sociétale sur la durabilité dans le monde que l'on connaît de l'Anthropocène. Donc voilà pour ma première contribution. Merci. Nadia, vous êtes en mute. Merci beaucoup. Même après 7 mois de travail en vidéoconférence, on oublie encore de se unmute. Merci beaucoup Didier d'avoir mis en avant ces notions de vulnérabilité, cette notion aussi de résilience, et d'avoir mis en exergue que finalement ce qui sous-tend déjà une meilleure compréhension de la vulnérabilité de nos sociétés, mais aussi pour mieux créer des sociétés résilientes, il est nécessaire vraiment d'avoir cette approche transversale. Finalement, cette réalisation de l'importance d'une approche transversale, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on regarde en arrière, il suffit de voir que finalement l'adoption de l'agenda 2015 était l'affirmation de l'importance de cette transversalité basée sur l'expérience des décades passées. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, globalement, si on peut parler d'une réponse globale, parce que je comprends bien que les réponses au Covid sont toutes différentes selon les contextes, mais d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, dans les réponses que l'on donne à cette pandémie, est-ce qu'on a finalement pris en considération les leçons apprises du passé? Je pense par exemple à la réponse au VIH ou la réponse à l'Ebola. Est-ce que nous avons appris de ces leçons, oui ou non? Et sinon, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour vraiment mettre en pratique une approche transversale qui nous permettrait d'être plus résilients? Merci déjà pour cette question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses effectivement, la transversalité n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais l'étendue de la crise, en fait, met en avant le besoin de cette approche à un niveau très élevé, je dirais. Il est clair qu'il y a plusieurs lorsqu'on réfléchit au VIH/SIDA ou à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et à d'autres événements dans la santé, il y a eu déjà beaucoup de choses au niveau transversal, mais pour plusieurs raisons, ces facteurs ne sont pas toujours pris en compte. On reste aussi dominé par des domaines d'expertise, etc. Et je pense que les mécanismes qui permettent de relayer de la connaissance spécialisée sont très très importants, les task force comme on le voit, mais que
elles permettent aussi de réagir rapidement, ce qui est vraiment critique pour une crise comme celle-ci, d'adapter les mesures, et c'est le cas en ce moment. Mais par contre, il faut, je dirais, garder aussi une vue plus large, une vue d'ensemble, et je pense que c'est la balance en fait entre pouvoir zoomer sur le problème et pouvoir regarder le problème de manière plus large, qui permet au fond d'atteindre une meilleure manière de réagir. Donc je dirais que pour complémenter par exemple une task force scientifique comme on l'a dans plusieurs pays, il serait aussi intéressant d'avoir un groupe pour réfléchir aux risques systémiques dans la société. Ces risques ne concernent pas forcément que la santé, ils pourraient concerner aussi les crises financières, les risques environnementaux, etc. Et de voir comment la société peut s'adapter et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre sur des crises passées. Donc ça, je pense qu'il y a un travail plus large à faire pour ça. Et qui implique, parce que ce travail a été fait par un certain nombre de spécialistes, mais qui implique de manière plus large des personnes dans la société. Merci beaucoup Didier. J'ai déjà une liste d'une dizaine de questions que je pourrais vous poser de la réponse que vous avez donnée, mais je vais essayer de les garder pour plus tard parce que je suis sûre que tous les intervenants auront quelque chose à dire sur ce sujet. J'aimerais vraiment maintenant passer la parole à la professeure Stéphanie Dagron. Stéphanie, merci d'être avec nous cet après-midi. Au cœur de votre recherche et de votre expertise est l'interface entre la santé globale et les instruments légaux qui permettent une approche plus équitable finalement à une réponse sanitaire de cet ordre. Avec le Covid, vos recherches n'en sont que plus pertinentes. Est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, nous faire part des recherches que vous êtes en train de suivre en ce moment et quels sont les messages principaux que vous souhaiteriez faire passer cet après-midi à la lumière du contexte extraordinaire dans lequel nous nous situons? Bien, merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation. Alors oui, donc je suis professeure de droit à l'Université de Genève, rattachée à la faculté de droit et la faculté de médecine. Et une des questions sur laquelle je travaille depuis pas mal d'années maintenant, c'est finalement quelle est l'utilité du droit pour participer à la réponse aux grandes questions de santé globale qui se posent aujourd'hui. Et ça implique aussi une analyse de l'impact des droits humains en tant que réponse juridique, et c'est plutôt là-dessus que je voudrais axer mon intervention aujourd'hui. Alors, le lien entre droits humains et santé est connu, il a été progressivement mis en évidence depuis les années 80, notamment dans le cadre de la pandémie de VIH/SIDA. Voilà, donc toutes les réponses n'ont pas été données jusqu'à aujourd'hui à cette pandémie, mais ceci dit, cette approche de droits humains est vraiment née avec cette première pandémie. Aujourd'hui, on a l'impression que les liens droits humains et santé sont très malmenés, qu'il y a vraiment des incompréhensions entre droits humains et santé, où nos gouvernements décident d'adopter des mesures qui sont restrictives à des libertés individuelles et où nos concitoyens critiquent ces mesures au nom de leur liberté individuelle. Alors ça, c'est à mon sens une première impression qui devrait pas trop nous déconcerter, même si elle est problématique. À mon sens, cette première impression, elle cache un problème qui est beaucoup plus profond, qui est que les droits humains dans leur ensemble n'ont pas été pris sérieusement en compte pour ce qui était de la préparation à une pandémie, tout comme les droits humains n'ont pas été pris sérieusement en compte quand on a adopté l'agenda 2030 pour le développement durable. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que cette pandémie a permis de replacer extrêmement rapidement les droits humains au centre des discussions, que ce soit les discussions autour des stratégies pour apporter une réponse aujourd'hui à cette situation de pandémie, ou que ce soit une réponse sur le plus long terme en lien avec les ODD. Alors, concernant les liens entre droits humains et pandémie aujourd'hui, juste quelques remarques. Comme je vous ai dit, la préparation des États aux crises sanitaires
a ignoré jusqu'à aujourd'hui cette dimension des droits humains. On le retrouve dans les exigences du règlement sanitaire international par rapport à la préparation des États. On le retrouve aussi dans ce qui est sélectionné par certains experts pour établir des index. Quels sont les États qui étaient les mieux préparés pour une pandémie? On se rend bien compte que les résultats sont faussés et que voilà, on n'était pas préparé à cette pandémie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on voit avec cette pandémie de Covid, c'est qu'elle a des impacts disproportionnés sur des catégories socio-économiques défavorisées. Ça s'est vu très bien dans les premières semaines où la pandémie est arrivée aux États-Unis. Il y a des premiers articles qui sont apparus dans les journaux montrant en quoi la population noire américaine, afro-américaine était beaucoup plus touchée que le reste de la population, et que ça, c'était lié à des disparités socio-économiques concernant l'éducation, l'accès aux soins de santé, la qualité des transports publics, l'habitat, ou aussi l'inexistence de couverture sociale pour une partie de la population. Ça a été confirmé aussi, pratiquement dans tous les pays dans le monde. Il y a aussi un rapport intéressant ou une intervention intéressante du rapporteur des Nations Unies sur la pauvreté extrême, qui dit que voilà, cette crise affecte de façon disproportionnée les personnes pauvres, en lien avec ce que je viens de présenter, que ce soit sur les conditions de travail, de logement, de l'accès aux soins de santé. Donc, pas de prise en compte de l'approche des droits humains dans la préparation, impact disproportionné de la pandémie sur les catégories les plus vulnérables. Et ça a entraîné, et c'est assez surprenant, une reconnaissance rapide de l'utilité des droits humains dans la définition de la réponse à donner. Alors, je dirai ensuite ma position expliquant pourquoi on a cette réaction rapide, mais je voudrais citer juste l'intervention, c'était en avril 2020, du secrétaire général des Nations Unies, qui dit que voilà, il faut absolument utiliser les droits humains, non seulement pour orienter l'action contre la pandémie aujourd'hui, mais aussi pour le redressement à venir. Il dit que voilà, les droits humains nous aident pour définir la réponse à adopter, puisque ça nous impose un cadre, nous imposant d'être conformes aux droits, adopter des mesures proportionnées, nécessaires, non discriminatoires, etc. etc. Les droits humains sont aussi une lunette qui nous permettent d'identifier les populations les plus vulnérables, donc les populations qu'il faudrait protéger en premier lieu, afin aussi de protéger la société ou la population dans son ensemble. Et ensuite, il souligne que la préparation des sociétés à des crises futures est en lien avec les ODD. Il dit voilà, les droits humains doivent orienter le travail de relèvement, et les objectifs de développement durable constituent ici un cadre requis pour ce développement, ces objectifs de développement durable ayant pour fondement les droits humains. Donc là, on a vraiment un lien direct entre voilà, pandémie, droits humains et nécessité de développer une réponse globale qui est celle proposée par les ODD, fondée sur les droits humains. Alors c'est un peu surprenant, cette approche de Guterres, et c'est pour ça que je dis que cette pandémie, elle a vraiment accéléré les choses. C'est un peu surprenant parce que les ODD en 2015, le texte de cet agenda rejette finalement le langage des droits humains. On ne parle pas des droits humains. Les droits humains sont mentionnés dans le préambule comme un objectif des ODD. Quand on aura réalisé ces ODD, on aura une protection des droits humains. C'est un objectif, mais ce n'est pas un instrument pour réaliser les droits humains. Et là, on a finalement la situation opposée, où on dit, voilà, il faut vraiment utiliser cette approche pour, dans l'objectif de vraiment réaliser cet agenda. Alors, ce qui s'est passé depuis 2015, et c'est très bien, on peut donner beaucoup d'exemples en rapport avec l'objectif numéro 3 sur la santé, puisque c'est le domaine dans lequel je travaille. Les États et la communauté internationale
on définit finalement les stratégies adoptées pour réaliser les différentes cibles, que ce soit la couverture sanitaire universelle, la lutte contre les maladies non transmissibles, la tuberculose. Les États ont défini ces stratégies en disant, voilà, ces stratégies doivent reposer sur les droits humains. Donc là, on a un lien très très fort entre ces cibles et cette approche des droits humains. Et l'intérêt, il est absolument central, parce que cette approche des droits humains nous rappelle à nouveau que voilà, la santé ne peut pas être isolée. Pour réaliser la santé, il va falloir réaliser cette lutte contre la pauvreté, il va falloir réaliser tous ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et donc, on a là vraiment un programme général qui sous ces différents aspects, est vraiment extrêmement intéressant pour la préparation de nos sociétés à des crises futures. Peut-être juste, merci beaucoup de votre intervention, Stéphanie, d'avoir vraiment mis en exergue l'existence finalement de ces instruments juridiques qui devraient nous aider à identifier en amont d'une future pandémie les groupes vulnérables finalement pour être prêts. Visiblement, nous n'avons pas fait dans le cas de la pandémie du Covid-19, vous l'avez souligné. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que finalement, dans la réponse à cette deuxième vague, comme on appelle, est-ce qu'on a appris quelque chose ces 12 derniers mois? Est-ce qu'on remarque au niveau global, régional et national des approches qui prennent en considération davantage justement la lunette que nous offrent les droits humains pour adapter éventuellement les réponses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe ou à votre avis pas du tout? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses en fait de la nécessité de protection des droits humains. Il y a beaucoup d'analyses des mesures des États aujourd'hui qui sont en violation des droits humains. Donc, c'est vraiment une approche négative des droits humains, mais qui est essentielle, parce qu'on montre aux États que oui, il faudrait respecter un certain processus, il faudrait respecter certains principes comme voilà, la proportionnalité par rapport à l'objectif qu'on cherche à atteindre, les principes de non-discrimination, de respect de la légalité, etc., etc. Donc, pour l'instant, les recherches qui viennent sont vraiment orientées sur cette approche négative. Voilà. Qu'est-ce qu'on a constaté? Quelles sont les violations? Mais ce qu'on voit quand même aussi, c'est apparaître des recherches plus importantes et des propositions plus fouillées sur quelle est l'approche positive maintenant. Les comités régionaux des droits humains, et notamment le comité, la Commission africaine des droits humains, ont une approche tout à fait positive, je dirais, sur voilà, comment utiliser ces droits humains pour améliorer la situation. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment un mouvement qu'on voit et qu'on peut observer et qui, à mon sens, est tout à fait prometteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à votre avis en termes de recherche académique? Peut-être que cela existe déjà. Est-ce qu'on a des recherches qui démontrent finalement le prix économique de ne pas avoir une approche axée sur les droits humains? Quel est le prix de la discrimination ou de la mise à l'écart? Est-ce que ce genre de recherche existe aujourd'hui ou est-ce qu'il vous reste à faire? Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Je prendrai l'exemple c'est aussi un sujet sur lequel je travaille et je souhaite continuer à travailler. Je prendrai l'exemple de la couverture sanitaire universelle. On a beaucoup entendu depuis quelques mois ce lien entre nécessité de mettre en place la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire globale. Ceci dit, il nous manque des recherches là-dessus. On se trouve en Europe, dans des pays qui ont cette couverture sanitaire universelle. Et a priori, pour l'instant, on fait partie des pays les plus touchés au monde par cette pandémie. Donc, je crois vraiment qu'il y a des recherches à faire pour démontrer en quoi cette couverture sanitaire universelle va nous permettre de détecter plus rapidement des événements qui pourraient être problématiques. Pour moi, il semble assez évident que si les individus dans un pays n'ont pas accès à des soins de santé, eh ben une maladie transmissible va se développer dans la communauté sans que les autorités publiques et sanitaires soient au courant du développement de cette maladie. Ça me semble assez évident. Ce que je pense, c'est que voilà, même dans nos pays où on dit qu'on a 100% de couverture sanitaire universelle,
on a des gros déficits. Et cette pandémie a montré que ce déficit était absolument problématique, allait toucher des populations qui ne vont pas être détectées tout de suite, et on a cette propagation dans la communauté. Donc oui, il y a effectivement des recherches. Des recherches encore à faire. Donc merci beaucoup Stéphanie. Didier a mis en exergue dans son intervention le manque de plateforme, en fait, d'espace finalement pour favoriser cette interdisciplinarité, interséctorialité. Stéphanie, vous mettez en exergue qu'il manque encore de la recherche dans le domaine que vous venez de mettre en avant, et particulièrement dans le contexte Covid, dans l'idée aussi de préparer, d'être plus résilient, pour reprendre le point de Didier aussi. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces instruments davantage aussi en amont pour éviter une future crise dont on ignorerait les formes, on l'espère pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement utiliser crise comme une opportunité finalement peu cynique de développer une résilience globale plus. Merci beaucoup Stéphanie, on reviendra vers vous plus tard. J'aimerais passer maintenant la parole à notre troisième intervenant, Dr Alexandre Radzic. Alexandre, vous êtes urbaniste de formation, si je ne me trompe pas. Vous travaillez surtout sur l'interface entre urbanisme et environnement. Et cet après-midi, vous allez nous parler brièvement de votre recherche qui porte justement sur les fameux trade-offs entre environnement et urbanisme. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement, dans le contexte du Covid-19 aujourd'hui? Merci beaucoup Nadia. J'enseigne à l'Université de Genève, sciences de l'environnement, urbanisme de formation. Et donc, ce qui m'intéresse dans ma recherche et mon enseignement, c'est cette interface entre l'environnement bâti et l'environnement naturel pour essayer de voir où est-ce que les villes peuvent réduire leur impact négatif sur l'environnement, améliorer les conditions de la population, que ce soit sur le plan santé, mais aussi les inégalités, etc. Et aussi comment accélérer cette course, ou en tout cas cette nécessité d'aller en avant pour vers plus de durabilité. Mais si vous permettez, mon intervention de cet après-midi, je voudrais l'axer en deux parties ou sur deux axes. Notre expérience à l'Université de Genève de faire le lien entre la science et la politique, c'est-à-dire à travers notamment notre partenaire qui est le Geneva Science Policy Interface, à travers l'exemple qui est très récent, qui date de la semaine dernière, et j'ai eu le plaisir d'être accompagné aussi par Didier dans cette aventure. C'était vraiment de voir comment par le biais de cette richesse scientifique, on peut essayer de mieux comprendre la crise actuelle, la crise sanitaire. Essayer d'améliorer aussi notre approche à la résilience systémique qui était mentionnée auparavant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur après la première vague de cette pandémie, de voir comment à travers les partenariats existants, et en l'occurrence, il s'agit d'un partenariat stratégique entre l'Université de Genève et l'Université de Zurich, mettre en avant, mettre en exergue les éléments scientifiques à notre disposition et aussi identifier autant que possible les failles dans notre compréhension de cette crise et la façon à répondre aux crises à venir. Et dans ce cadre, et après par la suite, je me m'étalerai un peu plus sur les villes et la façon dont les villes essayent d'intégrer autant que possible l'expérience Covid dans leur marche en avant vers plus de durabilité. L'aventure de cette collaboration avec Zurich nous a mis sur la voie un peu des ODD très naturellement il y a un an à Davos lors de Forum économique, le sommet de Forum économique à Davos, où nous avons eu l'occasion de présenter un outil et qui est le résultat de la collaboration entre l'Université de Genève et l'Université de Zurich, les collègues qui travaillent depuis quelques années sur Swiss Data Cube. C'est un outil d'observation satellite pour identifier par imagerie les problèmes relatifs à l'environnement, que ce soit du domaine de l'eau ou végétation, etc. Et ça nous a montré quand même que ces outils sont très importants pour essayer de faire des corrections de tir en matière de politique publique.
à partir du moment où nous avons, notamment en Suisse, des politiques très performantes en matière de l'environnement, est-ce que nous pouvons passer au postulat comme quoi il y a une amélioration constante en matière environnementale ou pas? Et effectivement, cette expérience, cette collaboration, cette présentation nous a montré que il y a un besoin d'aller-retour constant entre la science et la politique. Il y a cette interface science-politique dont on parle est nécessaire vraiment pour non seulement corriger et améliorer nos outils de monitoring, de suivi, et aussi faire passer le message aux décideurs là où il faut intervenir, mieux intervenir ou changer de politique. Et à partir de cette expérience, dans la continuité de cette expérience, à la sortie de la première vague de Covid, ou pendant la première vague, avec mes collègues, nous avons eu l'idée de relancer la machine, mais cette fois-ci sur la base de notre expérience de cette pandémie. Et la façon dont cette pandémie doit être à la base, ou en tout cas doit contribuer à notre compréhension des crises à venir, avec un postulat de départ qui est que nous allons avoir d'autres crises à gérer et il faudra les gérer autrement et peut-être mieux. Et nous avons eu donc la semaine dernière, avec notre collègue aussi, Stéphanie, excusez-moi Stéphanie, je ne vous ai pas mentionné, mais Didier aussi, la semaine dernière, cette rencontre d'experts pour discuter à travers 5 groupes thématiques, 6 à l'origine, mais malheureusement nos collègues spécialistes de pandémie n'étaient pas disponibles en raison de leur activité professionnelle. Donc là, il fallait vraiment essayer de voir, ou c'était l'objectif de voir comment, à travers ces groupes de pensée, ces groupes de réflexion, nous pouvons essayer d'établir ce que Didier a mentionné dès le départ, c'est-à-dire cette transdisciplinarité, et la mettre en cohérence avec la transversalité sur le plan de politique publique. Et là, l'occasion nous était donnée par le département des Affaires étrangères par le biais d'un des experts, le délégué national pour l'agenda 2030, pour insister sur l'importance et la difficulté de mettre en avant, de formuler, mettre en avant des politiques transversales. Et c'est là où je pense que, si vous voulez, l'élément principal de cet exercice de la semaine dernière, c'était vraiment d'essayer de voir comment la transdisciplinarité ou interdisciplinarité telle que ça a été présentée par Didier peut être traduite en politique transversale. Et à travers les différents groupes de pensée ou groupes de réflexion, nous avons compris que c'est très difficile et il faut trouver le dénominateur en commun. Et le dénominateur en commun du fait de cette crise, et la façon dont cette crise a impacté les sociétés, mais aussi l'environnement, etc., c'est essayer d'identifier les vulnérabilités. Parce que c'est à partir de vulnérabilité qu'on peut parler de risque et par la suite gestion de risque. Et donc, le groupe de réflexion dans lequel j'étais sur l'environnement et la durabilité a poussé vraiment dans le sens de plus d'intégration de ces différents risques par le biais d'identification de vulnérabilité. Donc, c'est les communautés les plus vulnérables comme Stéphanie l'a mentionné, mais aussi les écosystèmes les plus vulnérables, ainsi que les politiques, parce que certains politiques ne sont pas aptes à répondre à ces différentes... Alexandre, je ne veux pas je déteste interrompre les intervenants, mais vous avez encore 2 petites minutes, hein, et puis après j'aimerais rebondir sur 2-3 questions. Merci. Parfait. Donc cette expérience nous a montré qu'il faut aller en avant, et donc là nous allons voir dans les mois à venir la suite de cet exercice qui, à mon avis, est très important justement pour continuer cette recherche d'aller-retour plus performant, plus continu entre la science et la politique. Et donc je reviens à cette question des villes. La façon dont les villes ont fait face, les gouvernements locaux et les villes ont été vraiment la première, comme se dit en anglais, les first respondents en matière de réponse à cette pandémie, et donc bien placé pour voir que les avancées, notamment sur le plan à l'agenda 2030, en l'occurrence l'ODD 11, n'est pas une garantie à partir du moment où on n'arrive pas à le mettre en
en cohérence et à mettre ces avancées en cohérence avec les autres ODD. Donc, la question d'inégalité et d'équité, la question de vulnérabiliser notamment par le biais des autres ODD, la question relative à l'eau et les écosystèmes, etc. Donc là, ça nous montre quand même que il y a un besoin accru de traduire ces transversalités, ces transdisciplinarités par le biais des ODD. C'est là où il y a un lien presque naturel et nécessaire, comme ça a été souligné la semaine dernière lors de notre rencontre d'experts, de mettre en cohérence cette résilience que nous cherchons, cette résilience améliorée avec l'agenda 2030. Et que les leçons tirées nous permettent de... Je suis désolée, sinon on va pas avoir le temps d'entendre notre dernier intervenant. Et après, j'aimerais aussi donner la parole à Ariane, qui est sur notre plateau et qui a peut-être des questions qui arrivent dans le chat de la part de notre public. Juste une rapide question. Je crois qu'un des thèmes là qui commence à revenir assez fréquemment, finalement, c'est que l'interdisciplinarité, si elle était plus appliquée, finalement, engendrerait de facto une meilleure résilience de nos sociétés. Vous avez aussi mentionné, Alexandre, le fameux pont entre la science et les politiques. Là aussi, rien de nouveau. Ça fait des années, finalement, que les académiques et les politiques tentent de créer ce pont. Hein. C'est pas une question nouvelle, ce défi n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui la chose différente avec le Covid? Est-ce que le Covid est une lueur d'espoir, cyniquement parlant? Est-ce qu'on peut parler d'espoir dans une crise pareille? Mais est-ce que finalement, ce pont est si important aujourd'hui et tant mis en exergue que ce pont va se créer après le Covid? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir là, ou est-ce que c'est un leurre de penser qu'on va y arriver un jour? Très rapidement, donc Covid nous a appris que comme on l'a dit plus tôt précédemment, que nous avons été impactés très différemment. Il y avait vraiment un impact différencié, qu'il s'agisse des communautés, qu'il s'agisse des villes, qu'il s'agisse des espaces non urbanisés, les écosystèmes, etc. Donc cette localisation de la crise est éminemment importante pour mieux avancer. C'est une chose que de mettre en cohérence et en lien la science et la politique, c'en est une autre que d'essayer d'identifier le contexte et tirer autant que possible les leçons de cette différenciation et des différences d'impact pour avoir une résilience plus systémique. Et dans ce cadre, je finis sur cet élément, ma recherche actuelle avec UNECE concerne la formalisation des logements et informal housing, donc les logements informels, post-Covid. La façon dont cela est différente d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre, doit nous permettre de créer une connaissance de cette différenciation pour améliorer les différentes politiques à travers les différents contextes possibles. Et c'est ça vraiment l'enjeu majeur de l'avancée des SDGs. Merci beaucoup, Alexandre. Ariane, I'll give you back the floor in a second. Not in a second, in a few minutes, because I'd like to give time to our last speaker. Professeur Karl Blanchet, last but not least, c'est un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Votre approche est aussi interdisciplinaire, mais vous travaillez principalement sur l'importance des réponses systémiques dans les contextes dits fragiles. Aujourd'hui, lors de notre séance de préparation, vous avez vraiment mis en exergue que cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une crise purement de santé. Ça va bien au-delà et que de nombreux défis sont particulièrement amplifiés dans les contextes fragiles. Quels sont vos messages principaux cet après-midi, Karl? La parole est à vous. Merci beaucoup. Donc je voulais simplement un petit peu expliquer, et c'est Richard Horton dans le Lancet en fait qui nous disait qu'on ne parle pas d'une pandémie, on parle d'une syndémie, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois sur les causes, mais sur les conséquences, on est véritablement sur des conséquences qui concernent énormément de domaines d'intervention variés, que ce soit l'économie, le social, comme l'ont décrit Didier et Alexandre très bien, et sur lequel une réponse est nécessaire, mais où on est obligé d'allier beaucoup de disciplines à la fois. Donc je suis heureux d'avoir
que Stéphanie fasse partie de ce panel, puisque le droit est très important en tant que discipline sur la réponse. Alors, ensuite, sur le débat science, moi, ce que j'ai appris, en fait, sur cette pandémie, c'est sur le rôle de la science. Et Alexandre a très bien montré le lien entre science et politique. Quelque chose qui m'a véritablement qui pour moi est tout à fait clair, c'est que c'est la modestie que l'on doit avoir en tant que scientifique. En décembre dernier et janvier dernier, on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas ce que l'on faisait. Et ce qu'on a eu, c'est qu'en fait, on a eu tous les praticiens et les professionnels qui sont sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les pays, dans les crises humanitaires, qui tout d'un coup nous appellent en disant « Alors, que doit-on faire? Quelles sont les priorités? Comment fait-on » Et là, tout d'un coup, la clarté, c'est qu'en fait, on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire, et c'était de répondre, en l'occurrence, on va apprendre en même temps, et il est clair qu'on va investir énormément pour améliorer cette connaissance. Donc là, au niveau du rôle de la science dans cette pandémie, c'était essentiel. Et pour nous, sur les crises humanitaires, donc moi je travaille en santé publique humanitaire, je suis directeur d'un centre d'études humanitaires à Genève, qui est un centre de l'Université de Genève et du Graduate Institute. Donc, je travaille également affilié à la faculté de médecine. L'idée pour nous, c'était véritablement que lorsqu'on parle d'interdisciplinaire, on s'est rendu compte que finalement, tous les guidelines qui ont été faits par les Nations Unies, l'OMS en l'occurrence, une FPA, HCR pour les réfugiés, etc., étaient véritablement destinés à des pays là où se trouvait l'épicentre. Or, entre mars et mai, l'épicentre était à nouveau sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc tout d'un coup, on se retrouvait avec des réponses où on nous disait il faut absolument que tous les gens se lavent les mains aussi fréquemment que possible, qu'on puisse isoler les cas sensibles, les patients ou les personnes qui ont des comorbidités. Et tout d'un coup, toutes les questions que l'on recevait du terrain, c'était comment fait-on lorsqu'on est à Cox's Bazar, comment fait-on en Syrie et au Yémen, comment fait-on dans ces camps de réfugiés ou même dans ces slums dans certains pays. Et donc l'idée pour nous, c'était comment faire en sorte d'apporter une réponse qui soit claire et limpide sur des preuves scientifiques et qui puisse aider tous ces professionnels. Ce que l'on a fait, en fait, on a été vraiment de manière tout à fait innovante en se disant soyons très organiques et très dynamiques par rapport à ça et allons interroger les personnes qui ont mis en place, et parce qu'ils n'ont pas attendu, elles doivent mettre en place, les populations sont en face, on est obligé de réagir. Et avec la London School et Johns Hopkins, on a décidé d'allier les forces et de créer une plateforme qui est la COVID-19 Humanitarian Platform, où on a interrogé tous les gens qui sont sur le terrain pour essayer de recueillir les solutions, les innovations qu'ils ont mis en place. Voilà. Et donc ça, c'est important. En fait, finalement, ça c'est un processus qui est top-down. Tout d'un coup, on se rend compte, les guidelines ne vont pas assez vite, ils sont informés, ils vont en priorité vers d'autres populations. Et ça, c'est une autre manière de travailler également. Et les scientifiques, là, et en l'occurrence, c'est 3 institutions, 3 universités de santé publique qui se sont mises en œuvre, ont un rôle à jouer sur vérifier les données et faire des filtres, etc. Oui. Karl, j'aimerais juste vous interrompre maintenant parce que je pense que les points que vous mettez en avant sont fascinants au même titre que tous les points mis en avant cet après-midi. J'aurais une question très précise pour vous. Si on pense un petit peu maintenant au prochain grand défi, la distribution du vaccin, si les informations que nous venons de recevoir ces derniers jours se confirment, nous l'espérons, comment vous voyez, alors si une approche systémique, une approche intersectorielle est le seul moyen de créer une réponse pérenne et résiliente, comment ça va se traduire ou qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui dans l'anticipation en fait d'une distribution équitable du vaccin? Quels sont les défis que vous voyez et en quoi une approche interdisciplinaire va nous aider finalement à avoir une couverture maximale qui va nous permettre de mettre un terme à cette pandémie? Très bien. En fait, cette question sur les vaccins est tout à fait pertinente et vraiment est une très belle illustration à la fois des problèmes, mais à la fois des réponses interdisciplinaires que l'on peut apporter à cela. Aujourd'hui, pour nous qui travaillons dans les crises humanitaires, donc dans des pays affectés, on a d'énormes inquiétudes sur l'accès que ces populations non nationales, par exemple des réfugiés ou des personnes déplacées, vont avoir, à quel point ils vont avoir accès à ces vaccins et dans combien de temps.
Si l'on regarde par exemple aujourd'hui la distribution, l'allocation de tous ces vaccins dans le monde, aujourd'hui l'Union européenne et les pays des États-Unis se ruent vers l'achat de ces vaccins. Autant dire que certains pays comme en Afrique, les Yémen et les Syries sont en train de se demander mais qu'est-ce qui va nous rester et comment va-t-on faire? Donc un problème, c'est l'allocation et distribution. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de vaccins et vaccination comme un public good, c'est véritablement au cœur des débats. Le deuxième thème, c'est le thème de l'éthique. Éthiquement, comment va-t-on faire? Le troisième, c'est logistiquement. On produit les vaccins, ensuite il faut les acheminer vers les bons endroits. Aujourd'hui, on parle de vaccins avec une chaîne du froid à moins 70, moins 80 degrés. Comment va-t-on faire sur une grande échelle, connaissant les coûts de ces chaînes du froid? D'accord? Et la troisième, pour moi, c'est la confiance que les populations vont avoir dans les systèmes étatiques. C'est vraiment vaccine hesitancy, c'est véritablement quelque chose sur lequel il va falloir travailler avec des campagnes d'information très importantes qui vont avoir lieu dans le nord et dans le sud de la même manière, mais il va falloir véritablement restaurer cette confiance dans des actions étatiques et gouvernementales. Est-ce que, à votre avis, il y a raison d'espérer que ceci va se faire maintenant en amont, en attendant que ce vaccin soit produit par millions? Est-ce que vous voyez un élan dans cette direction? Est-ce qu'on a appris finalement de la première vague? Est-ce qu'on a appris de la manière dont on a géré la crise du Covid? Je ne le vois pas. Pour l'instant, ça n'a pas commencé. Les campagnes d'éducation n'ont pas du tout commencé. Vous êtes en Suisse, tous les pays voisins, personne n'a commencé. On parle d'achat de vaccins pour l'instant. Et bien malheureusement, dans un pays voisin comme la France, 55% des Français ont déclaré ne pas du tout avoir confiance dans le vaccin qui va arriver. Donc là, c'est un exemple européen, mais je peux vous dire que de l'expérience d'Ebola, on sait très bien que la non-confiance dans les vaccins est très importante dans beaucoup de pays. Merci beaucoup, Karl. Je ne sais pas si ces réactions sont pour nous réjouir ou devraient finalement tous nous donner un élan ou une dynamique sans précédent pour faire mieux. Je vous remercie en tout cas de votre approche candide. I'd like to give you the opportunity, Ariane, also to come back into the conversation and let us know whether you have been receiving any questions you'd like to ask the panelists. We have another 10 minutes. Merci Nadia. Bon, la première question en fait c'est en français, and then the other two are going to be in English. Donc la première question. Je voudrais remercier le premier intervenant pour sa brillante contribution et lui poser une question suite à un élément important qu'il a souligné. Il a expliqué que l'austérité crée les inégalités. Ce qui est vrai, mais pour les pays où cette austérité apparaît comme la règle, même bien avant la crise de Covid-19, quelle solution pourriez-vous suggérer à ces pays par ces temps difficiles économiquement parlant dans leur cheminement pour l'atteinte des ODD? Didier, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole? Alors, sur cette question de l'austérité, évidemment, c'est quelque chose pour lequel j'ai pas évidemment de réponse simple à apporter. Le fait est que on a vu dans d'autres crises que il faut absorber le choc, donc c'est normal d'avoir un filet et d'utiliser les ressources que l'on a. Ensuite, ce qui est important, je pense, de mettre en perspective, c'est la nature du choc et ce que l'on doit faire par rapport aux impacts qu'il y a sur le futur et surtout sur la génération qui vient. Donc, moi, je répondrai sur un plan. Je répondrai que c'est très très important actuellement d'investir, de renforcer, de faire tout ce que l'on peut pour maintenir une éducation de bonne qualité et de faire en sorte qu'on n'ait pas un énorme problème qui se révèle dans les années à venir. Donc, si je devais prioriser quelque chose en regard du prix qu'il y aura à payer pour cette crise, c'est de continuer à investir et de maintenir une éducation qui va nous permettre, qui contribue aux ODD. C'est peut-être une solution partielle, mais je pense que c'est la direction dans laquelle on doit aller. Merci beaucoup, Didier. Ariane, on to the two other questions.
Sure. So the current crisis seems to have made the entire world aware of our global vulnerabilities and shortcomings. How can we use the current crisis to convince countries worldwide to dedicate themselves even more to move towards the SDGs? Would anyone like to give an answer to this? Yes, Stephanie, you have the floor. Ok. Je vais répondre en français et je vais répondre aussi partiellement. J'ai trouvé très intéressante la remarque de Karl Blanchet, nous informant de l'initiative que son institut a eue en collaboration avec d'autres instituts de recherche dans le monde. Je crois que la réponse, on ne peut pas attendre une réponse pour la réalisation des ODD uniquement des États. On a besoin, il faut qu'on arrête de se tourner uniquement vers les États. On a besoin d'une implication de la société dans son ensemble, que ce soit ici des établissements académiques, que ce soit à nouveau, ça peut être des ONG, ça peut être des organisations religieuses. Enfin, je crois qu'on est tous interpellés par ces ODD et l'incapacité des États à apporter une réponse aujourd'hui vraiment complète à cette pandémie nous montre qu'on a vraiment besoin de l'implication de tous. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. The next question would be, how could COVID-19 pandemic consistent, or how is COVID-19 pandemic consistent with SDGs and UHC? Is it possible to prevent further emergency situations in the future since our ecosystems are damaging? Let me know if you want me to repeat that question. I would like to know. I think this question basically a lot has been said throughout this afternoon on the importance of intersectorality to build resilience. But would anyone want to add to that specific question? I think most of your interventions kind of pointed to what's needed. But Stephanie, did you want to take this question again? Oui, je pense qu'il y a une référence à la couverture sanitaire universelle et je crois que c'est un très bon exemple, la couverture sanitaire universelle telle qu'elle a été définie dans l'agenda 2030 et à mon sens, alors c'est un élément essentiel pour la réalisation de la santé et pour la réalisation de toutes les ODD, de tous les ODD, mais la façon dont ça a été défini, cette approche purement économique qui a été choisie pour définir la réalisation de la couverture sanitaire universelle est, à mon sens, pas la bonne approche à choisir. La couverture sanitaire universelle, je pense qu'il faut maintenant avoir une coopération pour ce qui est du niveau international entre les différentes organisations internationales qui s'occupent de ces questions. La couverture sanitaire universelle, pour moi, c'est l'accès aux soins et c'est l'accès à une couverture sociale qui permet aussi aux individus de survivre quand il n'y a plus de revenus. Et ça, je crois que c'est une autre. Enfin, il faut continuer à développer la façon dont on comprend les cibles qui ont été définies en 2015 au regard de ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça pousse à plus d'interdisciplinarité, plus de coopération entre les différentes organisations, si on parle du niveau international. Mais c'est la même chose, on peut avoir la même chose au niveau national. J'espère que j'ai été assez claire. Merci beaucoup, Stéphanie. Ariane, we have another 2 minutes, so if that's okay with you, I'll just suggest to have a quick wrap-up and then pass it on back to you. Is that okay with you, Ariane? That's okay. Thank you so much. Wonderful. Thank you very much. Laissez-moi tout d'abord remercier tous les intervenants de cet après-midi. Je suis sûre que toutes les personnes qui ont suivi ce panel, tout comme moi d'ailleurs, auraient souhaité que nous ayons encore 2-3 heures, voire quelques jours pour discuter de ces éléments avec vous et de profiter de votre expertise. Je retiens quand même quelques messages, je dirais, qui ont été récurrents. Aujourd'hui, donc ce manque vraiment de mécanismes et d'espace qui permettent l'interdisciplinarité, je pense que vous avez tous démontré l'importance d'une approche systémique si on veut une réponse pérenne, mais pas seulement une réponse pérenne, mais une réponse qui soit équitable. Vous avez souligné
à quel point le Covid avait amplifié les inégalités avec lesquelles nous vivons cette pandémie. Donc le manque d'espace pour créer, pour provoquer cette interdisciplinarité. Vous avez aussi mentionné finalement le manque de recherche qui met en évidence le prix à payer de ne pas avoir une approche transversale. Il semblerait que là, il y ait un gap en termes de recherche. Vous avez aussi mis en avant l'importance de vraiment raviver ces ponts entre la recherche et le politique. On l'a mentionné, c'est pas un défi nouveau, mais qu'est-ce qui fera aujourd'hui, dans le cas de cette crise, que finalement ces ponts se resserrent? On l'a bien senti aujourd'hui, nous l'avons besoin plus que jamais. Et vous avez aussi mis en avant l'importance non seulement de l'interdisciplinarité sectorielle, mais aussi des types d'expertise, à savoir, comme vous l'avez mentionné Stéphanie juste maintenant, d'avoir pas seulement l'expertise sectorielle des États, mais aussi d'avoir de l'expertise venant de tous les acteurs de la société civile, du monde académique que vous représentez ici, pour, comme j'aime le dire, s'assurer que toutes les variables de l'équation sont présentes pour trouver une solution qui soit dite sustainable dans le J'aimerais conclure en vous posant une dernière question à vous tous. Vous avez en gros 30 secondes pour me répondre. Aujourd'hui, quelle serait, à votre avis, la meilleure mesure incitative qui nous pousserait tous, et les États en particulier, à adopter une fois pour toutes une approche interdisciplinaire? Comment est-ce que vous vendriez ce besoin et finalement cet investissement dans l'interdisciplinaire et le Covid aujourd'hui à des États aux acteurs? Qui c'est qui aimerait relever le défi en guise de conclusion? Karl, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire à ce sujet? Oui, je peux commencer. Moi, je pense que dans tous les comités scientifiques, moi, je pense qu'il est important que les patients, ou les associations de patients aient une voix et un siège. Pour moi, ça changerait tout et tout d'un coup, tout s'ouvrirait en termes de discipline et d'orientation. Donc, s'assurer que les personnes qui ne sont pas autour de la table soient finalement amenées autour de la table pour qu'on les écoute. Et finalement, ça serait une impulsion pour l'interdisciplinarité. Dernière note, Stéphanie, à votre avis, qu'est-ce qui est nécessaire pour créer cette mesure incitative et cet élan? Moi, je parlerais de cohérence. Il faut une cohérence entre les discours qui sont tenus au niveau international, les promesses qui sont lancées et puis la réalisation. Enfin, quand on parle voilà, cette approche des droits humains, elle est exposée partout. Cette approche des droits humains, elle implique une interdépendance entre les domaines, puisque les droits sont interdépendants. Donc voilà, il faudrait. Merci beaucoup. Didier, à votre avis, merci beaucoup Stéphanie. Didier, à votre avis, qu'est-ce qui est nécessaire pour créer cette impulsion et cette nouvelle dynamique? Je dirais qu'il faut renforcer la vision systémique et interdisciplinaire dans l'éducation. C'est critique à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'aux formations universitaires. C'est ça qui va faire la différence, peut-être pas sur le très très court terme, mais sur un avenir proche. Pour changer les esprits, le fameux mindset shift dont on parle si souvent. Merci beaucoup Didier. Et la parole est à vous pour un dernier message. Alexandre, à votre avis, qu'est-ce qui est nécessaire? Quel est le point central pour créer une mesure incitative globale dans la direction d'une approche interdisciplinaire? Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, qui sont évidemment essentiels, notamment ce que Didier vient de proposer, mais il me semble quand même judicieux de penser, comme dans certains pays, certains États ou les gouvernements locaux, d'avoir des coordinateurs scientifiques dans les instances de prise de décision qui soient sensibles à cet aspect transversal de résilience. Et ça, c'est éminemment important pour garantir cet aller-retour nécessaire entre la science et la politique. Donc, de nouveau, dans l'esprit des autres intervenants, de s'assurer qu'il y ait une diversité des voix à la table pour soutenir des politiques pérennes. Merci beaucoup à tout à chacun de vos interventions. C'était vraiment un plaisir de modérer cette session cet après-midi. Merci d'avoir été candide et ouvert pour les défis aussi que nous rencontrons aujourd'hui. Et j'espère que notre public aura apprécié autant que moi la qualité de vos interventions. Je vous remercie beaucoup. And I'll pass it on back to you, Ariane. Merci, Nadia. Thank you so much to you, our moderator, and of course to our speakers for such an invigorating discussion. Thank you also to our audience for leaving all of those comments and questions. Stay tuned because in 15 minutes, we will start the next discussion, Lessons from the Field Extending Social Health Protection and Promoting Equity.